Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Le Bénin se prépare pour être au rendez-vous de l'harmonisation du baccalauréat au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le comité scientifique national installé le 16 janvier 2024 y travaille. Ses membres ont tenu ce mardi à Cotonou un atelier national de production et de suivi de l'harmonisation du baccalauréat. Les détails dans un instant. De leur côté, les fidèles musulmans viennent d'entamer la troisième et dernière décade du Ramadan. Il s'agit des 10 derniers jours du jeûne parmi lesquels se trouve la nuit de la destinée. C'est le moment pour les fidèles musulmans de mieux respecter les prescriptions islamiques. Que peut-on comprendre par la nuit de la destinée? Comment aller à sa recherche? Des éléments de réponse dans ce journal. Nous parlerons également du sambo, un art martial parmi tant d'autres pratiqués un peu partout dans le monde et qui est en train de faire quartier au Bénin depuis quelques années. C'est un sport de combat d'origine russe basé sur l'étude d'un système d'attaque et de défense, mais ce type de sport de combat n'est pas encore tout à fait connu du grand public béninois. Dans ce journal, nous ferons une immersion dans l'univers de cet art martial. Nous recevons également un invité dans ce journal, Claude Paki. Il est le secrétaire général de la Fédération béninoise de football. Avec lui, nous allons parler du déclassement du stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou par la CAF. Il est déjà dans nos locaux, il sera sur ce plateau tout à l'heure pour éclairer la lanterne du public sur cette affaire qui défraie la chronique. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par les nouvelles du Sénégal avec Bassirou Diomaye Faye, désormais investi 5e président de la République. L'opposant vainqueur de la présidentielle du 24 mars dernier a prêté serment ce mardi au Centre international des conférences Abdou Diouf à Diamniadio devant un parterre de chefs d'État et de gouvernement de la sous-région et du continent. Le nouveau président du Sénégal est resté égal à lui-même quant aux chantiers annoncés, la paix, la restauration de la démocratie et la justice ainsi que la souveraineté sont ses chevaux de bataille. Dans son discours d'investiture, le nouveau président promet respecter ses engagements. William Cliquant pour le compte-rendu. Fidèle à ses discours de campagne électorale, Bassirou Diomaye Faye place son mandat sous le signe de la cohésion nationale et l'apaisement du climat politique au Sénégal. À cette cérémonie solennelle, il fait allusion aux 3 ans de bras de fer de son leader Ousmane Sonko et de tout le parti avec Macky Sall, le président sortant. Dans une dizaine de minutes de discours, le jeune président de 44 ans promet des institutions démocratiques plus fortes au service du peuple souverain. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. En définitive, c'est le Sénégal qui a gagné le 24 mars 2024. Sur le continent, la question sécuritaire préoccupe le nouveau dirigeant sénégalais. Il entend y travailler aux côtés de ses homologues. L'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous oblige à plus de solidarité. J'entends clairement la voix des élites décompressées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté, au développement et au bien-être. Aux côtés de mes pairs africains, je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine. Aux partenaires du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye promet des partenariats mutuellement gagnants. 8 chefs d'État étaient présents à cette cérémonie d'investiture et les 3 pays sahéliens en transition militaire se sont fait représenter. Et au bien-être. Et pendant ce temps au Bénin, on se prépare pour être au rendez-vous de l'harmonisation du baccalauréat au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le comité scientifique national installé le 16 janvier 2024 y travaille. Ses membres ont tenu ce mardi 2 avril à Cotonou un atelier national de production et de suivi de l'harmonisation du baccalauréat. Les représentants des ministres des enseignements secondaires et supérieurs ont ouvert les travaux. Nous allons suivre. L'harmonisation du baccalauréat dans les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est une recommandation de l'instance sous-régionale. Une réforme à laquelle le Bénin a adhéré à travers la mise en place d'un comité scientifique national installé le 16 janvier 2024 par le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle
et sa collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est pour la mise en œuvre de la feuille de route du dit comité que cet atelier national de production et de suivi de l'harmonisation du baccalauréat est organisé ce mardi 2 avril 2024 à Cotonou. Sans nul doute que cette convergence d'expertise de haut niveau favorisera un échange dynamique de connaissances, d'expériences et de bonnes pratiques, ainsi qu'une réflexion collective sur les meilleures méthodes pédagogiques, les contenus d'enseignement et les stratégies d'évaluation les plus pertinentes. Pour ma part, je reste convaincu que dans le processus de construction d'un système éducatif solide, moderne et en phase avec les défis du XXIe siècle, le présent atelier revêt une importance cruciale pour le Bénin, tant pour ses participants que pour le système éducatif du pays dans son ensemble. Cette réforme de l'organisation de l'examen du baccalauréat à l'échelle sous-régionale vient régler le problème de disparité dans le traitement des étudiants nationaux et ressortissants des autres États membres de l'UEMOA en ce qui concerne l'accès à l'enseignement supérieur. Aussi, le Conseil des ministres de l'UEMOA a-t-il édicté un certain nombre de directives, notamment celles portant instauration d'une période unique de la tenue du baccalauréat dans les États membres de l'UEMOA. Le présent atelier qui intervient à la suite des précédents ateliers nationaux et régionaux s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de la mise en œuvre des mesures transitoires de cette directive. Confiant donc du travail abattu par la partie béninoise à travers le comité scientifique national et les autres acteurs intervenant dans le processus, je souhaite que les travaux soient un succès franc pour une avancée considérable dans le processus. L'harmonisation du baccalauréat dans les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest africaine vient donc permettre non seulement de garantir aux jeunes des États membres l'équité dans l'accès à un baccalauréat de qualité, mais aussi la cohérence des diplômes dans tout l'espace UEMOA. D'un rendez-vous à un autre, du 1er au 5 avril 2024, le Bénin accueille le dialogue mondial des jeunes. C'est dans le cadre de la célébration des 30 années d'existence de la conférence internationale sur la population et le développement. Deux structures travaillent à la réussite de cet événement de taille au Bénin. Il s'agit du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et le ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Les responsables de ces deux structures étaient face à la presse ce mardi pour annoncer les couleurs de l'événement. Nous allons suivre les propos recueillis par Teddy Goudalo. La conférence, que dis-je, le dialogue, puisque pour les jeunes, il s'agit de dialogue. Le dialogue des jeunes qui est organisé ici, qui commence dès cette semaine, le 1er, et qui sera accentué les 4 et 5 avril, apportera sur le sol béninois une diversité de jeunes, des jeunes du monde entier. Nous attendons à peu près 300 jeunes au minimum, plus les jeunes béninois. Pourquoi un dialogue des jeunes? La jeunesse constitue une cible très importante dans la question du développement. Une cible importante parce qu'en 1994, sur le continent africain, lorsque le monde s'est réuni pour adopter le programme d'action de ce qu'on appelle maintenant la Conférence internationale sur la population et le développement, il était question de renforcer non seulement le droit, mais de renforcer la participation des jeunes. Donc aujourd'hui, c'est important de réunir ces jeunes sur le continent, au Bénin, et donner une opportunité à tous ces jeunes, que ce soit les filles, les garçons, les personnes avec handicap, les personnes de différents horizons, qu'elles puissent se retrouver ici et échanger sur une nouvelle vision de la CIPD. La discussion, le dialogue à Cotonou va se pencher sur des questions de l'heure importantes pour la jeunesse africaine, pour la jeunesse béninoise, mais pour la jeunesse globale. Des questions importantes pour le développement. Il s'agit des questions de la santé, des questions
du bien-être, des questions du pouvoir des jeunes, des questions de la participation et de l'engagement des jeunes. Cette année, la communauté internationale, sous l'égide des Nations Unies et de l'UNFPA, célèbre les 30 ans de la CIPD autour d'un certain nombre d'événements. Le dialogue mondial des jeunes est le tout premier de la série. Le Bénin abrite l'événement du 1er au 5 avril prochain. Le Bénin a été jugé légitime pour accueillir cet important événement pour des raisons liées aux progrès importants enregistrés en matière de politique de population, notamment sur ces dernières années. Au menu du dialogue mondial des jeunes, nous avons un package d'activités allant des conférences débats aux séances de mentorat à des échanges entre jeunes béninois venus de tous les départements du pays sur le processus de construction de la vision nationale Bénin 2060, à la fois sur l'esplanade de l'Amazone et à un marathon nocturne des jeunes le 5 avril. En carême, depuis le 11 mars 2024, la communauté musulmane a entamé dimanche dernier la 3e et dernière décade du mois de Ramadan. Il s'agit des 10 derniers jours de jeûne parmi lesquels se trouve la nuit de la destinée. C'est le moment pour les fidèles musulmans de mieux respecter les prescriptions islamiques. Que peut-on comprendre par la nuit de la destinée? Comment aller à sa recherche et pourquoi est-elle si importante pour les fidèles musulmans? Les précisions dans ce reportage signé Ali Momone. Mustafa Abdoulaye est l'imam de cette mosquée située au quartier Ahogbohwe, dans le 13e arrondissement de Cotonou. Sa présence à la mosquée à une heure si tardive n'est pas anodine. C'est la 21e nuit du Ramadan et pour tous ceux qui savent, c'est un moment important pour les musulmans. Nous sommes dans le mois du Ramadan, un mois béni, un mois qui a 3 parties. Donc, on vient de finir 2 parties. On entame ce petit matin la 3e partie, qui est les 10 derniers jours du Ramadan. Et dans ces 10 derniers jours, il se trouve une nuit très précieuse. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de veiller et de prier et chercher la nuit qui est la nuit de la destinée. Encore appelée Tahajjud, les prières nocturnes ne sont pas obligatoires, mais elles relèvent d'une importance capitale. C'est au cours de celle-ci que les musulmans recherchent la nuit de la destinée. C'est une nuit qui a vraiment beaucoup d'importance. La première des choses qu'on peut dire sur ça, c'est ce que le bon Dieu a dit dans son Saint-Coran glorieux. Il nous informe que cette nuit, khayrun min alfi shahr, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Il dit, sachez que la nuit de la destinée est une nuit qui a du mérite plus que ce quelqu'un qui a choisi à adorer le bon Dieu 1000 mois sans que cette nuit-là en fait partie. 0h30 ce mercredi matin, les fidèles sont sortis pour répondre à l'appel de Dieu. L'imam invite à la formulation des rangs avant le démarrage de la prière. Ici, de notre côté, nous avons l'habitude de faire 5 salams qui contiennent 10 rakas. Voilà. Et après, il y a Shafa'i et Witr. La totalité, ça fait 13 rakas, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de faire. Voilà. Cette prière nocturne, il a l'habitude de le faire à un nombre impair. Allahu Akbar. Pour diriger cette prière nocturne, le jeune imam Mustafa Abdoulaye se fait accompagner par ses frères.
Après quelques unités, il se fait remplacer. D'ailleurs, si ça a été nommé Tahajjud, ça veut dire une prière de plus d'efforts. Donc ce qui veut dire, c'est pas facile. Voilà pourquoi vous allez constater dans plusieurs mosquées, après le premier imam, il cède la place à un autre imam. Et le Coran, la lecture du Coran, c'est une adoration. Il ne faut pas le faire jusqu'à un point, tu vas te sentir fatigué et tu ne pourras plus prononcer les mots tels que ça est. Et la prière de Tahajjud, c'est pas seulement il faut venir prier. Ça ne s'arrête pas là. Après la prière, après trois salams, on essaye de prendre une petite pause, faire un peu de rappel. Car c'est ce que le Coran nous recommande. Que fais du rappel, car le rappel profite aux bons croyants. Selon les prescriptions islamiques, il faut rechercher la nuit de la destinée au cours de la 3e et dernière décade du mois de Ramadan. Cette recommandation implique l'amplification de l'adoration et c'est aussi le moment le plus attendu des fidèles au vu de nombreuses récompenses. C'est pourquoi maintenant nous, et moi principalement, moi-même là j'ai laissé ma famille à la maison, j'ai laissé tout ce qui est là et je suis déjà présent maintenant pour ne pas rater les premières récompenses. Ça n'a pas encore commencé. Je veux que ça commence devant moi et que ça termine devant moi, Inch'Allah. Nous sommes très contents de pouvoir atteindre ces 10 derniers jours. Et nous voulons demander également à Allah de nous faciliter la tâche de bien pouvoir démarrer ces 10 derniers jours et pouvoir atteindre jusqu'à la fin. Si la nuit de la destinée vaut l'adoration de 1000 mois, seul Allah connaît la récompense du jeûneur selon l'enseignement prophétique. Pour l'heure, le compte à rebours est lancé. Je l'annonçais en début d'édition, un invité dans ce journal, Claude Paki. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération béninoise de football. Avec vous, nous allons parler du déclassement du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou par la CAF. Que doit-on comprendre à travers ce déclassement? Merci. Et au prime abord, je voudrais saluer très respectueusement les téléspectatrices et téléspectateurs de Canal 3 qui suivent actuellement cette émission. Et ce que nous pouvons comprendre d'un déclassement de stade au niveau de la CAF ou au niveau de la FIFA n'est rien d'autre que l'interdiction par la CAF que les installations d'un stade ne répondant pas aux normes ne reçoivent plus les matchs de la FIFA et de la CAF. Donc c'est le déclassement, ça. Parce qu'au niveau de la CAF et au niveau de la FIFA, il y a des grilles, il y a des classes. Et quand vous ne respectez pas un certain nombre de conditions, de critères en matière d'infrastructure, en matière d'installation au niveau de votre stade, il est déclassé. Ouais. Quelles sont les raisons qui ont contraint la CAF à prendre une telle décision, surtout quand on sait qu'il y a une forte somme qui a été déboursée récemment pour rénover, réfectionner le stade et qu'on en vient à se retrouver subitement déclassé? Quelles sont les raisons qui peuvent pousser la CAF ou qui ont poussé la CAF à prendre une telle décision? Au fait, en ce qui nous concerne, qui concerne le déclassement de notre stade général Mathieu Kérékou, oui, c'est suite à une mission d'évaluation de la CAF. Et cette mission s'est rendue au Bénin après notre match que nous avons livré contre le Sénégal, dans le cadre des enquêtes. Et cette
mission d'évaluation de la CAF a produit un rapport, a fait un rapport, et déjà le 23 juillet, nous avons reçu un courrier nous demandant d'améliorer un certain nombre de choses. Et plus tard, le 30 août 2023, nous avons été saisis officiellement par la CAF du déclassement de notre stade. Oui. Alors, les motifs, c'est par exemple la pelouse qui était dans un état qui n'est pas tout à fait apprécié par la CAF, et on nous demandait l'amélioration de l'état de notre pelouse. Il y a par exemple au niveau des vestiaires certaines choses à refaire. Il y a par exemple au niveau des projecteurs la luminosité était demandée pour améliorer la qualité. Oui. Il y avait au niveau de la sécurité, oui, lors des matchs, certaines choses qui étaient exigées que nous devons faire. Il y a la cabine de presse des journalistes. On a demandé qu'on puisse améliorer ça pour pouvoir améliorer les conditions de travail des journalistes lors des matchs. Oui. Il y a également le premier secours à travers le traitement des officiels, des joueurs, qu'on nous demandait de bien vouloir améliorer. Parce que lors des matchs, vous savez, d'ici là, il y a, voilà, donc il y a des dispositions qu'il faut prendre pour éviter les drames. Oui. Donc il y a ces rubriques, oui, que la CAF nous a demandé. Et également la qualité de la tribune? Non, la qualité de la tribune ne faisait pas partie des recommandations, oui, de la liste des choses à améliorer. Oui. Et quelles ont été les dispositions ou les mesures prises par la Fédération béninoise de football lorsque vous avez reçu cette notification de déclassement du stade? Lorsque nous avons reçu cette notification, nous l'avons partagée avec le ministère de tutelle. D'accord. Et les dispositions ont commencé par être prises rapidement parce que il y a eu des réunions d'explication, d'éclaircissement, et il y a un cadre qui a été mis en place pour vite parer au plus pressé. Oui. Les dispositions ont été prises, on a fait le répertoire de ce qui était à corriger, et les sociétés même étaient déjà ciblées. Bon, il y a eu un peu de lenteur. Apparemment, vous n'avez pas pu gérer la course contre la montre. On n'a pas pu gérer la course contre la montre. Oui. Et depuis peu, parce que et le président de la Fédération béninoise de football et le ministre de tutelle se donnent la main pour relever ce défi. Et on pensait tenir nos matchs, recevoir nos matchs à domicile sur ce terrain. Oui. Mais aujourd'hui, c'est un peu hypothéqué, tout simplement parce que c'est en juin que nous devons livrer 2 matchs à domicile. Et c'est justement la raison pour laquelle je demande. L'information est officielle aujourd'hui. Oui. Le stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou, le seul d'ailleurs à être homologué par la CAF, est aujourd'hui déclassé. À quoi doit-on s'attendre dans les prochains jours? Dans les prochains jours, je pense que nos 2
premier match à domicile programmé en juin, et pour les 7 et 11 juin, respectivement contre le Rwanda et contre le Nigeria, seront joués sur le stade Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Et vous n'êtes pas sans savoir que la Côte d'Ivoire était aussi dans la même situation quand il était question de refaire ou de construire d'autres stades et les stades n'étaient pas homologués. Et c'est le Bénin qu'ils ont choisi pour accueillir tous les matchs de la Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau des clubs qu'au niveau de l'équipe nationale. Donc nous avons, après concertation et du président de la Fédération béninoise de football et du ministre de tutelle, il a été choisi la Côte d'Ivoire. Et les dispositions administratives sont prises pour que nous soyons en tout cas à l'aise, nous soyons sur la terre de la Côte d'Ivoire pour recevoir nos matchs à domicile, nos 2 matchs à domicile sur la terre ivoirienne. Oui, on sait maintenant que les Guépards vont jouer leur match de juin sur le stade Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, mais le problème reste encore entier au Bénin. Le stade de l'Amitié Générale Mathieu Kékou reste déclassé. Quelle est la suite à donner à ce dossier? La suite à donner, je pense que le président Mathurin Deschacus et le ministre Dato actuellement sont en train de faire tout. Ils sont en train de mettre toutes les dispositions pour que les améliorations citées, les améliorations indiquées par la CAF puissent être faites pour que le Bénin continue par accueillir ces matchs FIFA CAF à domicile. Dans les meilleurs délais. Dans les meilleurs délais. Dans les meilleurs délais. Parce qu'au fait, tout était presque réglé. Il ne restait que le démarrage des travaux. Parce que c'est un problème qui a été pris à cœur et par la Fédération béninoise de football et par le ministère des Sports. Donc le stade sera opérationnel d'ici peu, vous le confirmez? Je le confirme et je rassure à vous, tout le public sportif béninois à cela. Merci à vous, Claude Paki. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. La lanterne des populations sur cette affaire de déclassement du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kékou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération béninoise de football. Eh bien, chers amis téléspectateurs, nous allons à présent faire un tour dans le département du Mono où la période pascale coïncide avec des fêtes identitaires. À Komé, la communauté Wachi a honoré ses retrouvailles autour de l'association dénommée Agbessi Nyale, une association qui souffle cette année ses 65 bougies. Narcisse Alossé pour le compte rendu. Et de 65 pour le vent de fierté qui souffle au sein de la communauté Wachi du Bénin d'ailleurs. Agbessi Nyale, un creuset culturel et linguistique qui a encore mobilisé cette année plusieurs centaines de personnes. Et ce dimanche de Pâques, cette association a été confiée à Dieu à travers une célébration eucharistique. Pour les siècles des siècles, Pâques veut dire vie. Et vous voyez que c'est vraiment heureux que le jour de Pâques, qui signifie vie, qu'on puisse se retrouver en frères et sœurs dans l'association Agbessi Nyale. Pour une association vieille aujourd'hui de 65 ans, la philosophie qui l'entoure, elle, n'a connu aucune ride. Un espace culturel et linguistique qui fait la promotion du Wati comme langue, qui fait la promotion du Wati comme culture, comme manière d'être et manière de faire. Une proclamation, une réclamation de l'identité Wati dans le concert des nations. Le Wati doit vivre aux côtés des autres, mais doit s'affirmer. S'affirmer à travers ses traits identitaires et au cours de ces festivités,
Une partie du riche répertoire culturel des Wachi a été présentée sous le regard admiratif de l'assistance. Un peuple qui ignore sa culture, un peuple voué à l'échec. Nous aujourd'hui, communauté Wachi, à travers l'association Agbesignalé, nous avons comme leitmotiv de promouvoir notre culture. Nous allons demander tout simplement à nos frères, nos sœurs, nos parents, que nous soyons un. C'est dans l'unité que nous allons construire, nous allons développer cette communauté. Pour l'union voulue, un nouveau pas a été franchi cette année avec la présence de la diaspora dont des délégations sont venues du Togo, du Ghana, des États-Unis et de bien d'autres coins de la planète. C'est une grande fierté pour nous. Tous les cas sont avec nous, si vous les voyez. Ceux qui étaient réticents, on a tout fait, ils sont tous revenus. Je demande à Dieu de continuer à souffler en nous afin que nous continuions toujours à nous comprendre, quelles que soient les divergences. Des hommages ont été rendus aux anciens présidents de l'association avec des présents en guise de souvenir. 24 heures plus tôt, une innovation rééditée. Une marche de cœur sur 7 km suivie d'une séance de dépistage au diabète. On ne peut quand même pas fêter tout le temps sans contrôler un peu son état de santé. Donc c'est pour ça que nous l'avons institué. Œuvrer pour un corps sain dans un esprit sain afin de mieux affronter les défis de la vie. Sport, santé, culture, réjouissance, mais aussi des moments de réflexion avec des conférences débats sur les perspectives ont meublé le programme de cette 65e édition d'Agbesignalé. Parlant des fêtes identitaires, il y a également Gogo qui est organisé à l'échelle de l'arrondissement de Bopa pour célébrer la fraternité. Les festivités se sont déroulées sur une semaine avec l'apothéose ce dimanche. Retour sur les temps forts de cette célébration avec Narcisse Alossé. Depuis 1959, et la tradition est respectée jusqu'à aujourd'hui autour de la fête Gogo ici à Bopa. Drapés des couleurs choisies cette année pour leur fête, les filles et fils de Bopa ont encore sonné la grande mobilisation pour célébrer la fraternité. La fête Gogo représente pour nous un creuset de retrouvailles pour taire nos querelles, pour régler les petits différends, puisque ça existe toujours. Dans une communauté de 2 personnes, il y a toujours des problèmes. Donc nous avons choisi ce moment précieux du Christ pour manifester nos joies et taire nos querelles. Taire les querelles et une semaine durant, ils se sont retrouvés autour des idéaux de paix et de concorde pour affronter ensemble les défis de développement de leur localité. Et dans les activités inscrites au programme, il y a eu des innovations. Nous avons toujours pensé faire développer l'art culinaire du terroir, mais on n'y est jamais arrivé de façon pratique. Cette année, nous avons vu la réalité de l'art culinaire de notre terroir. Il y a des mets qui nous sont chers, qui sont en train de disparaître, que nous avons ressuscités. Comme le galipono, le koueta, le tegonkaklo, le ogna, pour ne citer que ceux-là. Pour la touche particulière apportée cette année, un clin d'œil a été fait au volet sportif aussi. Nous avons voulu pour faire émerger la jeune génération. Parce que toutes les fois, à toutes les éditions, c'est les seniors qui jouent. Nous avons dit non, il faudrait quand même une relève. Et c'est les U17 qui ont joué contre les seniors. Aux côtés du football, bien d'autres jeux traditionnels ont meublé cette 65e édition de la fête Gogo. 4, 5. Une édition qui, comme c'est de coutume, a été placée sous la bénédiction divine à travers une messe d'action de grâce. Je l'annonçais en début d'édition, le sambo, un art martial parmi tant d'autres pratiqués un peu partout dans le monde, est en train de faire quartier au Bénin depuis quelques années. C'est un sport de combat d'origine russe basé sur l'étude d'un système d'attaque et de défense, mais ce type de sport de combat n'est pas encore tout à fait connu du grand public béninois.
Une équipe de notre rédaction a fait une immersion au sein d'un groupe qui s'adonne à la pratique de cet art martial. Nous allons suivre. Par cet après-midi ensoleillé, ces adolescents n'ont pas oublié leur rendez-vous sportif dès jeudi, la séance d'entraînement de sambo. C'est sur cet espace que ces jeunes passionnés du sambo se retrouvent 3 fois par semaine pour apprendre et parfaire les techniques de cet art martial sous la houlette de Jacques Adiagba. Une discipline qui se décline sous plusieurs formes, notamment le bisambo auquel priorité est donnée ici. Faisons du bisambo à défaut d'aller à la plage. Toujours dans ce cercle, nous allons faire un autre style du sambo qu'on appelle sambo sportif, qui se fait normalement dans une salle et sur tapis. Le sambo, c'est une méthode d'éducation physique, sociale, intellectuelle. Vous voyez, les enfants sont là, ça participe à leur épanouissement, à leur développement psychomoteur, à leur éducation, telle que je l'ai dit, parce que nous véhiculons des valeurs, d'accord, telles que la politesse, le respect, le courage, le goût du travail bien fait, la persévérance. Comme dans toutes les disciplines, il faut commencer la séance d'entraînement par l'échauffement. Et comme il est de coutume, un accent particulier est mis sur la répétition des techniques de base. Allez, on y va, on y va. Il y a les techniques de main, d'accord? Il y a les techniques de main, il y a les techniques de jambes, il y a les techniques de hanches, il y a les techniques de sacrifice. Où vous voyez, le gars, il va lui-même, il va sur le dos et puis il exécute une technique. Passage en dessous avant contrôle bras, passage en dessous avant contrôle revers, les techniques de rancher, d'accord, etc. Le barrage de dos avant, barrage de dos arrière, barrage de côté, les crochets intérieurs avant, etc., etc. Les ramassements de jambes. Les règles de ce sport de combat sont simples. L'athlète doit faire tomber son adversaire soit sur le dos par une projection, soit par une frappe ou le contraindre à démissionner par une technique de soumission adaptée pour la circonstance. D'où son appellation russe, sambo, qui signifie autodéfense sans arme. Cependant, l'usage de cette technique de combat est interdit aux apprenants dans la rue sauf en cas de force majeure. Tout ce que vous faites ici, vous n'avez pas le droit de le démontrer ou bien de l'exécuter sur un autre pratiquant en dehors d'ici. Quand bien même on vous provoque, on vous agresse, il ne vous revient pas d'agir pour démontrer votre supériorité. La meilleure façon pour nous de nous défendre, d'accord, c'est de quitter le milieu où il y a échauffourage, où les gens nous provoquent. Ce n'est pas un signe de faiblesse, non. Seulement quand nous voyons que notre vie est en danger, ce qu'on appelle légitime défense, c'est en ce moment précis que nous pouvons réellement nous défendre. Comme tout sport de combat, le sambo est une discipline sportive qui procure de la joie et de l'énergie aux jeunes apprenants. Ils y prennent facilement goût dès les premiers cours. Après avoir découvert le sambo sportif, j'ai compris qu'il y a beaucoup d'importance à tirer de ça. Parce que le sambo sportif permet de révéler l'identité physique de nous-mêmes. Face à un adversaire, par exemple, au moment où quelqu'un t'attaque à la rue, tu peux te défendre facilement. Si la personne t'attaque de toutes ses forces, là tu peux te défendre parce que tu as appris quelque chose ici et tu maîtrises quelque chose déjà. Ça me rend heureuse de le pratiquer, même si j'éprouve certaines difficultés. Ce n'est pas forcément à un niveau supérieur que les autres. Je peux me défendre aussi dans la rue si des individus m'attaquent. J'ai un rythme assez ralenti quand je fais des activités physiques et puis ça me prend du temps avant de reprendre mon souffle. Donc je cherche comme ça à améliorer ma santé et aussi ma force physique. Pourtant apparu au Bénin depuis 2013, cet art martial semble peu connu du grand public sportif béninois. Il se décline sous 3 différentes formes.
Outre le beach sambo, il y a aussi le sambo sportif et le sambo combat. Nous avons démarré ce journal par les nouvelles du Sénégal et nous allons refermer justement par l'actualité. Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye est officiellement rentré dans sa nouvelle fonction. La cérémonie d'investiture du 5e président de l'histoire du Sénégal s'est déroulée dans la matinée de ce mardi 2 avril 2024 au CIGAD à Dakar. Vous l'avez suivi à l'entame de ce journal. Au cours de la dite cérémonie, le président Diomaye Faye a juré devant le Conseil constitutionnel de défendre l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Il succède pour les 5 prochaines années à Macky Sall qui a dirigé le pays pendant 12 ans. Pour le nouveau régime, quelles sont les attentes de la diaspora sénégalaise vivant au Bénin? Je vous propose de suivre leurs interventions. On n'attend rien du président du Sénégal. On attend de l'application du projet. Parce que ce n'est pas le président qui nous a été vendu. C'est le projet souverainiste qui nous a été vendu. Et ce projet-là appartient au peuple sénégalais. Et lui, c'est un passeur de ce projet. Parce qu'il n'est pas un messie. On ne le considère pas un messie. On a une vision claire, un projet que nous voulons mettre en marche au Sénégal pour libérer économiquement et politiquement le Sénégal et au-delà du Sénégal, l'Afrique. Je le souhaite succès dans son mandat, qu'il préserve la paix, que la paix règne au Sénégal et partout en Afrique. Ce qu'on souhaite d'abord. Moi, je n'attends pas grand-chose de lui. D'ailleurs, même moi, je prie Dieu pour qu'il préserve ce que le président Macky Sall nous a laissé là-bas au Sénégal. C'est un nouveau président et puis très jeune, à 44 ans. Il est jeune, bon, on attendait qu'un bon président jeune comme lui. Mais bon, on attend de lui qu'il vienne vraiment avec les nouveaux projets qu'on attendait de lui. En tout cas, on attend beaucoup de choses de lui, parce qu'actuellement, nous tous, on sait ce qui se passe dans l'Afrique. Bon, de tous les plans, la cultivation et l'éducation, on attend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on attend de lui. Et puis, il va essayer de diminuer aussi les denrées alimentaires et beaucoup de choses. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont vendu les Sénégalais un procès qui est très intéressant. Ce projet, c'est très important. Si seulement Bassirou Diomaye Faye et si ce projet, tous les Sénégalais seront fiers de lui. Et le Sénégal va donner autre visage. On veut que Bassirou Diomaye Faye diminue les prix de beaucoup de choses, surtout les nourritures, riz, gaz, huile. C'est très cher au Sénégal. On ne veut pas que Bassirou Diomaye Faye vienne dire qu'il va lutter. Exemple, ce que je veux dire, que ce que Macky Sall fait, et Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, il va venir faire ça. Les ministres de Macky Sall, oui, voilà, prendre la revanche. Ça, on ne veut pas de ça. Parce que ça amène des problèmes. Voilà, c'est sur ces propos que nous allons refermer ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.